Bonjour à tous, bienvenue sur Audiophile étendu. Aujourd'hui nous sommes chez IFI Vauden à Grenoble qui fête d'ailleurs cette année leurs 60 ans. Et nous sommes avec François de chez Dali. Bonjour François. Bonjour Jonathan. Merci en tout cas pour l'invitation ici pour qu'on découvre une enceinte d'exception qui est derrière nous d'ailleurs qui s'appelle Epicor. Avant toute chose, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de Dali. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de Dali et notamment les origines? C'est très simple. Dali a été créé en 1983, donc il y a maintenant plus de 40 ans, par une personne qui s'appelle Peter Lingdorf, qui reste toujours au sein de la société et qui a décidé de développer sa propre marque d'enceinte acoustique. Il était auparavant importateur et distributeur d'un certain nombre de produits. Et pour X raisons, il a décidé de créer sa propre marque qui s'appelle Dali, Danish Audiophile Loudspeakers Industries. Voilà un peu ce qu'il en est pour la création et la genèse de la marque. Maintenant, la marque a une philosophie aussi assez particulière qui est le leitmotiv dans le développement de tous ses produits, à savoir un certain nombre d'axes de développement, mais ça on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Dali, à la base, ce sont des haut-parleurs, des enceintes. Dès le début, ça a été le cas? Dès le début, Dali, ça a été des enceintes acoustiques finies. La construction des haut-parleurs en interne est arrivée après, mais auparavant, ils faisaient appel à des sous-traitants locaux, parce que le Danemark est quand même le premier pays européen fabricant des haut-parleurs, avec des marques prestigieuses, des Scanspeak, des Peerless, des Vifa et autres. Donc, ils se sont servis en local, ils ont fait fabriquer des haut-parleurs sur cahier des charges, qu'ils mettaient dans leurs propres ébénisteries. Et ensuite, en effet, ils ont, comme pour celle-ci, développé leurs propres haut-parleurs qui sont fabriqués en interne. Aujourd'hui, le Danemark, c'est 40 marques de hi-fi. 40 marques au bas mot, en effet, de matériel spécialisé en haute fidélité, sachant qu'en plus viennent s'ajouter du matériel spécialisé dans l'audio pro, tout ce qui est aide acoustique, aide d'audition pour les personnes malentendantes. C'est des appareils de mesure, c'est de la fabrication et du développement de microphones. Donc c'est une vraie culture, la haute fidélité, le son en général, est une vraie culture au Danemark, qui comporte près de 5 écoles d'acoustique, 4 ou 5 écoles d'acoustique spécialisées. Donc ça veut dire, si on extrapole par rapport à la France, ça ferait une 50aine d'écoles spécialisées en acoustique. Comme pareil, vis-à-vis du nombre de fabricants, 40 marques voudrait dire qu'on aurait, par rapport au nombre d'habitants, plus de 400 marques hi-fi françaises. C'est énorme. Et pas que des petits intervenants, des marques prestigieuses. Donc en effet, c'est énorme. Point important concernant Dali, concernant le groupe qui détient Dali, c'est que ça reste une société familiale. Comme je disais précédemment, le dirigeant est Peter Lingdorf. Le numéro 1 de Dali, qui s'appelle Lars Vohr, est en place depuis maintenant plus de 30 ans. Il est rentré en 1991 en tant qu'ingénieur chez Dali et il a pris la direction ensuite. Mais le groupe reste purement indépendant. On n'appartient pas à un fonds de pension ou à un hedge fund comme on trouve malheureusement de plus en plus dans notre profession. Est-ce qu'on peut faire un tour de la gamme actuelle chez Dali? La gamme commence avec quel produit et on termine avec quoi? La gamme Dali va s'organiser et s'architecturer autour de différentes familles de produits. On va avoir les enceintes passives, ce qu'on appelle standalone. On va avoir les enceintes de custom install, donc les enceintes encastrables. On va avoir des produits audio, les casques, enceintes Bluetooth. Et on va avoir également des enceintes sans fil, wireless, la gamme C ou EQI. Donc il y a plusieurs axes de développement de produits. À l'intérieur de ça, les enceintes passives, Dali commence avec des produits d'entrée de gamme, c'est la gamme Spector. Juste au-dessus, on va voir la gamme Oberon avec un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Ces deux gammes, pour des raisons de coût évidents, sont fabriquées en interne en Asie, parce que Dali a une usine directement située là-bas, et sachant que 50% des volumes produits sont dédiés au marché local, donc asiatique, l'autre partie est rapatriée en Europe, sachant que Dali est distribué dans un certain nombre de pays, continent nord-américain, Europe notamment. C'est une marque mondialement connue. Dali, il y a peu de personnes en hi-fi qui ne connaissent pas Dali.
on y travaille. Et donc, voilà, ces 2 premières gammes. Après, on va avoir des produits qui commencent à être fabriqués au Danemark. La gamme Opticon, donc fabriquée à l'usine de Norager. La gamme Rubicon, et bientôt Rubicore. Là aussi, que ce soit l'ébénisterie comme les haut-parleurs, sont intégralement assemblés à l'usine de Norager. Rubicore, qui est le modèle qui a été annoncé au High-End de Munich. Que vous avez vu en première présentation mondiale. Qu'on a eu la chance d'écouter d'ailleurs. Il y avait une salle dédiée avec les gros modèles de la gamme et c'était assez impressionnant, notamment dans la maîtrise du grave. D'où l'intérêt de venue au salon de Munich. C'était loin, mais c'était très intéressant. Donc voilà, la gamme Rubicore, en effet, présentée en avant-première dernièrement. Après, on passe à la gamme Epicon, qui a déjà un certain nombre d'années. Epicore, qui a été présenté l'an dernier à Munich également. Et enfin, le vaisseau amiral Core, qui a été présenté, lui, il y a 2 ans et qui a été lancé vraiment officiellement pour les 40 ans de la marque. Sachant que le modèle Core, là également, donc on est sur une paire d'enceintes qui est dans les 90 000 € à la vente. Il est intégralement fabriqué au Danemark, ce qui a nécessité de très gros investissements techniques et financiers. Techniques parce que la R&D étant faite en interne, c'est la genèse de ce produit-là remonte à un certain nombre d'années. Et ça faisait longtemps qu'ils avaient dans l'esprit, que Dali avait dans l'esprit de faire un flagship, donc vraiment un produit exceptionnel. Et ils ont rencontré un certain nombre non pas d'écueils, mais de soucis pour regrouper toutes les avancées technologiques qu'ils souhaitaient assembler dans ce produit, d'une part. D'autre part, les fabrications d'ébénisterie, pour les faire en interne, ça nécessitait l'association avec un fabricant de meubles danois, l'investissement dans une presse spécifique pour réussir à courber le bois. Du multi... Et un genre de multipli. C'est l'association de plusieurs feuilles de façon à avoir cette courbe qui permet de limiter les effets de... Qui n'est pas possible à avoir avec du MDF, par exemple. C'est impossible. Donc, et puis après, bien sûr, tout ce qui est finition, parce qu'on est sur des enceintes en finition laquée. Donc là, il y a un robot pour policher la caisse, sachant qu'elles sont toujours finies à la main, bien entendu. Mais en attendant, voilà, ça a été un très très gros investissement. Nous allons revenir sur Epicore 11. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce modèle est spécial pour Dali ? Alors déjà, il est arrivé pour les 40 ans de la marque, de façon officielle, présenté en 2023 à Munich. Et puis d'autre part, parce que c'est le premier modèle qui découle pleinement de la série du modèle emblématique, Core. Donc c'est-à-dire la première déclinaison de gamme à partir de Core, qui intègre à la fois un certain nombre d'évolutions de ce produit-là, et puis des spécificités technologiques propres au modèle. Quelles sont ces évolutions technologiques ? Alors, la première chose qui est importante en termes de caractéristiques et d'équipement, c'est le tweeter. Donc le module tweeter hybride, qui est un peu la signature électronique et développement de produits de Dali. Donc l'association d'un dôme et d'un ruban. Le dôme et le ruban, ce module est identique, c'est le modèle Evo K, totalement identique à celui de Core. Donc l'association d'un dôme qui va travailler de 3000 Hz à peu près à 12,5 kg, et le ruban qui travaille au-dessus. Sur l'extrême aigu. Exactement. Enfin, l'extrême aigu, l'aigu en général. Voilà. Ensuite, oui. Je fais juste une petite aparté. Pourquoi avoir fait ce choix ? En général, les constructeurs utilisent un seul tweeter. Ici, on en a 2 qui travaillent à des fréquences différentes. C'est assez original. Pourquoi ? Alors déjà, on ne va pas les faire travailler aux mêmes fréquences. Ce serait un peu embêtant. Oui. Et d'autre part, la technologie utilisée sur les 2 tweeters étant totalement différente. Tout d'abord parce qu'on a un ruban. Le ruban est très intéressant parce qu'il est très léger. Plus on monte en fréquence, moins il y a de puissance, donc plus ça va être difficile de réussir à faire vibrer la membrane. C'est là où le ruban est intéressant pour la reproduction des harmoniques, notamment. Une note de musique, c'est la fondamentale et les harmoniques qui sont des multiples de la fondamentale. C'est x2, x3, x5, x6, et ainsi de suite. Donc ça permet de filer très haut dans les aigus. Alors même si moi, à mon âge, il est clair que j'entends plus dans les fréquences, je suis lucide par rapport à ça, mais on le perçoit. C'est toutes ces harmoniques qui font la musique, et même Exactement. Si on a une fréquence à 20 000, il y a des répercussions sur toutes les autres fréquences en dessous et aussi au-dessus. Dans la nature, aucun instrument ne monte à 20 000 Hz sans fondamental.
Les instruments, si on prend un violon ou une flûte piccolo, on va monter à peu près à 5000 Hz en fondamental, donc 5 kHz. Au-delà, on va travailler sur des instruments numériques où les harmoniques ne sont pas les mêmes. Simplement, les harmoniques, c'est ce qui font la couleur des instruments, le rendu final d'un instrument, l'identification d'un instrument de musique. Et c'est là où les harmoniques sont indispensables. Donc ça, c'est l'intérêt du ruban. L'inconvénient, par contre, de cette technologie, c'est quand on la fait descendre en fréquence, comme je disais tout à l'heure, plus on monte en fréquence, moins il y a de puissance. Donc c'est-à-dire plus on descend en fréquence, plus il y a de puissance. À partir du moment où on envoie du courant, beaucoup de courant à un ruban, mécaniquement, il ne tient plus. Il a tendance à vriller. Donc s'il vrille, c'est de la distorsion. C'est dû à la taille de sa membrane? Majoritairement, bien sûr. Mais c'est inhérent aussi à cette technicité, à cette technologie. Okay. Donc c'est là que DALI a recours à un tweeter dôme, qui est constitué comme un haut-parleur traditionnel. On a une membrane, on a un bobinage, on a un entrefer. C'est du soft dôme ou c'est un dôme rigide? C'est un soft dôme en coton, coton enduit. Par contre, l'intérêt de ce tweeter, qui était donc développé pour la série Core, c'est que les tweeters traditionnels à dôme, le bobinage baigne dans un ferrofluide qui permet d'avoir une meilleure dissipation thermique vers l'entrefer, vers le châssis même du tweeter. DALI a décidé de travailler sans ferrofluide. Donc ça nécessite des ajustements beaucoup plus fins en termes de construction. Au niveau de l'entrefer notamment. Au niveau de l'entrefer. Pour garder toujours cette bonne dissipation thermique, mais fluidifier le fonctionnement du tweeter, alléger le fonctionnement du tweeter qui est freiné avec un ferrofluide. Ensuite, on a les autres haut-parleurs qui, là, bénéficient aussi d'une techno qu'on retrouve sur l'ensemble de la gamme. Ce sont des membranes en pulpe de cellulose. Donc la particularité des haut-parleurs DALI, comme d'autres fabricants au demeurant, c'est d'avoir recours à cette pulpe de cellulose, donc ce papier, avec des fibres compressées que l'on voit bien ici. Par contre, pour des raisons évidentes de résonance, il y a un vernis qui est appliqué dessus, d'une part, et d'autre part, ça permet de rigidifier encore l'ensemble. Ici, celle-ci, elle est brute. Exactement. Si on prend le médium, on voit également des légers embossages au niveau de cette membrane qui permettent encore de rigidifier de façon supplémentaire celle-ci, tout en gardant une épaisseur très contenue. Le but étant, bien sûr, d'éviter la déformation de la membrane. Il faut que ça soit le plus léger possible, tout en étant le plus rigide possible. Une déformation, c'est de la distorsion. On parle toujours de la distorsion des amplifications, la distorsion des sources, distorsion harmonique notamment. On ne parle jamais de la distorsion des enceintes, qui sont l'élément le plus imparfait d'une chaîne hi-fi. Donc DALI fait la chasse à cette distorsion sur un certain nombre d'éléments constitutifs, le ferrofluide notamment, l'association des deux tweeters, la membrane, la rigidité de la membrane, et puis un certain nombre d'autres points encore plus techniques qu'on va aborder ultérieurement. D'accord. C'est étonnant ce choix. Là, DALI s'est vraiment concentré à garder des membranes papier, même sur le très haut de gamme. Oui, en effet. Que ce soit le coton pour le tweeter, le papier pour les woofers et les médiums, c'est tout simplement par rapport à la légèreté du rendu. Quand on regarde les masses volumiques du coton, par exemple, c'est tellement plus faible que d'autres matériaux, donc ça permet d'assez facilement comprendre que la réponse impulsionnelle du transducteur sera meilleure. On aura moins de phénomènes d'amortissement qui risquent d'apporter de la distorsion, enfin des parasites, et donc de la distorsion. Dernier point important sur ce fameux haut-parleur de médium, le médium, c'est près des 2/3 du résultat d'une enceinte. Donc c'est vraiment un élément qui a été particulièrement soigné sur cette enceinte, comme sur toutes les enceintes DALI. C'est vrai que c'est un point très important. Sur une enceinte, le médium, c'est ce qui va définir la globalité de l'enceinte. Parce que toutes les fréquences vont, à un moment donné, forcément passer par ce haut-parleur-là. Ça fait le croisement entre le haut du spectre et le grave. Et c'est la bande de fréquence où l'oreille est la plus réceptive. Nous allons passer maintenant au woofer. Quelles sont les spécificités de cette disposition au sein de Epicor ? Déjà, comme on voit, ils sont disposés en haut, à l'extrémité de l'enceinte, de façon à dégager
toute la partie médium qui va se situer principalement à la hauteur d'écoute, à la hauteur de l'oreille des auditeurs. Les graves étant moins directifs, on a moins cette nécessité. D'autre part, les bandes de fréquences, les plages de fréquences envoyées aux haut-parleurs du haut ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du bas. C'est-à-dire que les haut-parleurs qui se situent en bas de l'enceinte sont filtrés à 170 Hz. Alors que les haut-parleurs situés en haut sont filtrés à 370 Hz. Ils font la jonction avec le médium. Pour une simple et bonne raison. C'est que sur toute la plage de fréquences entre 200 et 300 Hz, c'est là où on va avoir énormément de résonance au niveau du sol. Et donc, le fait de les filtrer à 170 Hz permet de s'affranchir d'un certain nombre d'effets indésirables liés au sol de la pièce. On se rend bien compte que c'est très très bas pour des haut-parleurs. Oui, c'est la raison pour laquelle ils ont été filtrés ainsi. La partie motorisation des différents haut-parleurs dans Epicor présente des particularités. Comme sur toute la gamme Dali au demeurant, sur 90% de la gamme Dali. Dali a travaillé sur les différents points constitutifs d'un haut-parleur. La membrane, bien entendu, la suspension d'autre part, le saladier, ce qu'on appelle le châssis du haut-parleur, mais également fortement sur l'intérieur du moteur. Le moteur, c'est l'aimant, les plaques de champ et le noyau. Donc ce moteur, cet aimant, est constitué, donc, comme évoqué précédemment, des plaques de champ de la partie purement magnétique et du noyau du moteur. Ce noyau a plusieurs fonctions, notamment une fonction importante qui est la dissipation thermique. La dissipation thermique du bobinage, qui est directement attaché à la membrane. Ça, c'est le premier point. Mais il a d'autres effets parfois indésirables liés à ce qu'on appelle les courants de Foucault. C'est-à-dire la magnétisation de cette partie métallique, malgré le fait qu'il soit en matériaux frités de ce type-là, un matériau frité amagnétique. Et Dali a déposé un brevet à ce sujet, avec un matériau qui est beaucoup plus fin que le matériau généralement utilisé, donc plus fin, plus dense, donc une meilleure dissipation thermique, et avec une nature de métal qui permet justement une plus grande efficacité de l'effet électromagnétique, une moins grande déperdition électromagnétique, et donc une meilleure efficacité du haut-parleur. Surtout haut-parleur, la chaleur est un inconvénient, est un réel inconvénient, parce que on va, en excitant la bobine qui se trouve derrière la membrane, on va envoyer du courant à ce bobinage, on va l'échauffer. Et l'échauffement de ce bobinage fait qu'on peut avoir une variation d'impédance du haut-parleur de façon notable. Cette variation d'impédance du haut-parleur, notamment, encore une fois, du fait que plus on descend en fréquence, plus il y a de la puissance, on peut réussir à déséquilibrer l'équilibre d'impédance de l'enceinte. Donc l'amplificateur forcément ne va pas toujours comprendre ce qui se passe, et le rendu final sera déséquilibré. Donc la gestion de la chaleur au sein d'un haut-parleur, donc du moteur notamment et du bobinage, a une très très forte importance. Nous sommes ici sur une enceinte en configuration 4 voies et demie, et quelles sont les spécificités du filtrage et du filtre notamment sur Epicor 11? Alors 4 voies et demie, comme évoqué, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va filtrer les haut-parleurs du bas à 170 Hz, les haut-parleurs du haut à 370 Hz. Le médium va travailler de 370 à 3 kg, globalement. Le tweeter dome va travailler de 3 kg à 12,5 kg. Et le ruban sur le reste, en libre. Donc on arrive bien à nos 4 voies et demie. Le filtrage a une importance énorme au sein d'une enceinte acoustique. Et la fabrication d'un filtre se fait globalement de deux façons. La première façon, la plus usuelle, la plus facile, la plus facilement reproductible, c'est ce qu'on appelle un circuit imprimé, qui peut être mécanisé, qui permet de recourir le moins possible à une intervention humaine. L'inconvénient principal est que le circuit imprimé va avoir des effets capacitifs et des effets selfiques indésirables. Au niveau des pistes qui vont traverser toute la carte. Exactement. En plus d'avoir
d'induire une résistance. La résistance, c'est pas très grave en soi, parce qu'une résistance, sa valeur ne varie pas en fonction de la fréquence. Un condensateur, sa valeur varie en fonction de la fréquence. Une self, là également, sa valeur varie en fonction de la fréquence. Un condensateur, en schématisant, va faire un filtre passe-haut, c'est-à-dire que sa valeur baisse quand on fait passer un signal dedans. Plus la fréquence augmente, plus sa valeur baisse. Une self, sa valeur augmente avec la fréquence. Donc ça va être un filtre passe-bas. Pour limiter au maximum ces effets de construction, Dali fait ce qu'on appelle un montage en l'air. Le montage en l'air, c'est vraiment très simple. On va relier chaque composant les uns aux autres. Avec les pattes. Exactement, des composants. Donc on n'a même pas de fil dans cette configuration-là. Juste des fils qui partent au haut-parleur. Qui partent au haut-parleur, bien sûr. Voilà. L'inconvénient notable de cette fabrication, c'est que c'est fait à la main. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Donc il y a des opérateurs qui doivent faire ça. Donc qui chez doivent Dali, fabriquer ça. il y a des personnes qui sont dédiées à faire des filtres. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion d'aller au Danemark ensemble, pour que vous voyez les ateliers de fabrication. Mais en effet, il y a des opérateurs, des personnes qui construisent, qui assemblent ces filtres à la main. Avec un niveau de détail, là, je vois, l'agencement est très intelligent. C'est la fonction qui fait la forme. Donc c'est le filtrage qui induit cette disposition, sachant que la qualité des composants est importante. Bon, là on est sur la résistance céramique, on va dire classique, relativement classique, même si elle est audiophile, donc avec des tolérances relativement faibles. Les selfs ou les bobines utilisent un noyau, alors pour les petites valeurs, c'est une self sans noyau. Pour les grosses valeurs, on utilise une self avec noyau pour en augmenter la puissance, d'une part, enfin la valeur. Mais ce noyau est exactement le même matériau qui est utilisé au niveau des noyaux des moteurs d'enceinte. Ah oui, c'est pas un simple noyau en ferrite comme on pourrait trouver dans la majorité des selfs. Absolument pas. Donc ce SMC qui est utilisé au niveau de la fabrication des moteurs d'enceinte est également utilisé dans les selfs, comme expliqué précédemment, pour limiter l'influence des courants de Foucault, donc pour augmenter l'efficacité électromagnétique de la self. Dali a vraiment un sens du détail, ça va jusqu'au ferrite avec des noyaux qui sont faits maison. À l'instar des selfs utilisés sur les filtres montés en l'air par Dali, enfin, filtres montés en l'air, construits par Dali, Dali utilise des condensateurs dits audiophiles, typés audiophiles, comme les condensateurs. Les condensateurs, pour la gamme Epicor, Dali installait des gammes de chez SCR. SCR est un fabricant français. Très connu. Et renommé. Pour Epicor, à l'instar de ce qui est installé sur le filtre des gammes Core et des gammes Rubicor, Dali a arrêté le partenariat avec SCR, mais s'est orienté vers Mundorf. Qui est l'équivalent allemand. Et qui permet, sur des gammes, un certain nombre de gammes, d'avoir même parfois des tolérances plus courtes, plus faibles, dans le but d'avoir des rendus les plus homogènes possibles et des efficacités de filtres les plus importantes possibles. Dernier point qui a son importance concernant ces fameux filtres montés en l'air, Dali a recours à cette technologie à partir d'enceintes à moins de 1 000 € pièce. Dernier point, et pas des moindres, maintenant, est-ce qu'on peut parler des ébénisteries ? Bien entendu, ça va de soi. Celle-ci est constituée déjà d'un bas-flanc, c'est-à-dire d'un panneau frontal d'environ 40 mm, de façon à ce que ce soit le plus rigide possible d'une part. L'ébénisterie est courbée de façon à éviter tout ce qui est effet de bord interne à l'enceinte. Les ondes stationnaires, exactement. Et puis, elle mesure 1,60 m de haut pour environ 75-76 kg. C'est un beau morceau. C'est un beau monolithe, voilà, en effet. C'est ça. Sachant qu'elles existent en finition comme celle-ci, où on est sur un plaquage noyer, massif, qui est ensuite laqué. On l'a également dans un bois rouge, laqué également, et puis dans une laque piano, 7 couches, sachant que le laquage, bien sûr, est fait également en interne. Sachant que cette finition nécessite une intervention à la fois d'un robot pour le polissage, mais également la finition à la main pour le polish final. Il y a un opérateur qui passe.
Exactement, et qui observe, qui contrôle chaque point de l'enceinte pour avoir une finition vraiment parfaite. Le dernier point que je voulais aborder, quel est son positionnement tarifaire? Est-ce qu'il y a des différences éventuelles suivant la finition? Epicor 11 se situe à 20 000 euros unitaire, donc 40 000 euros la paire, quelle que soit la finition. En noyer, en bois rouge ou en lac piano noir, c'est le même budget. Dali évoque en interne ou des finitions personnalisées, dans des couleurs personnalisées. On en reparlera d'ici quelques temps, et le tarif sera également en conséquence. Mais pour l'instant, c'est 40 000 euros la paire, sachant que le vaisseau amiral est à 90 000. Et qui était présent d'ailleurs au salon à Munich dans une finition spécifique qui était verte, Oui. vraiment magnifique. Merci pour le bureau d'études qui a eu l'audace de faire cette finition. C'était audacieux et vraiment ça se mariait très bien avec l'enceinte. En effet, le résultat était plutôt pertinent. On va voir ce que Dali va faire dans l'avenir. François, merci beaucoup en tout cas pour nous avoir accordé cette interview. On a passé beaucoup de temps à décrire ce modèle et puis on espère se revoir bientôt. Jonathan, merci en tous les cas de cette interview, de cette discussion. J'espère en effet qu'on aura l'occasion de se revoir d'ici quelques temps pour d'autres nouveautés à venir, d'autres surprises et puis d'autres découvertes. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On remercie le magasin IFI Woden. Nous saluons au passage la famille de Bernard Woden qui nous a quittés très récemment.